Je m'appelle Léa Kendrick. J'ai 32 ans. Et le matin où mon frère s'est présenté dans le hall de mon immeuble avec 2 enfants endormis, 2 valises à roulettes et mon ancien double des clés à la main, fut le matin où il a appris que j'en avais fini d'être utile. Je travaille comme analyste des opérations pour une entreprise de technologie de la santé à Denver, au Colorado. Et je vis seul dans un appartement au 11e étage avec un bureau de sécurité, des badges d'accès, des caméras, et une règle que je n'avais jamais eu besoin de faire respecter auparavant. Personne n'entre chez moi sans mon autorisation. La veille au soir, j'étais assise à ma table de cuisine, en train de terminer un rapport qui pourrait affecter ma promotion, quand mon téléphone a vibré. Le message n'était pas une question. C'était un ordre déguisé en affaires de famille. Il déposait les enfants chez moi le matin et je devais les surveiller attentivement. J'ai répondu par écrit que je ne serais pas à la maison. Quelques secondes plus tard, il a répondu comme si mon consentement n'était qu'une formalité technique. Il a dit que cela n'avait pas d'importance parce que notre mère lui avait donné mon double des clés. J'ai lu cette phrase 3 fois et toutes les excuses que j'avais jamais trouvées pour ma famille se sont tues. Ce n'était pas un malentendu. Ils avaient planifié un voyage, préparé les valises des enfants, compté sur ma culpabilité et s'attendaient à ce que ma porte verrouillée s'ouvre parce qu'ils avaient déjà décidé que ma vie leur appartenait. Je n'ai pas discuté. Je n'ai appelé personne en pleurant. J'ai fait des captures d'écran, passé un appel téléphonique discret à l'immeuble et changé la seule chose qu'ils pensaient pouvoir utiliser contre moi. Au lever du soleil, mon double des clés était inutile. La sécurité connaissait déjà leur nom et 2 agents se tenaient dans le hall avant que mon frère ne comprenne que cette fois, je ne céderai pas. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand il a essayé de s'expliquer, dites-moi d'où vous écoutez aujourd'hui et si le temps dehors semble calme ou tout aussi tendu que ce moment. Pour la plupart des gens, ce texto aurait semblé insensé. Pour moi, il semblait familier. Non pas parce que quelqu'un avait déjà essayé de déposer 2 enfants à mon appartement sans permission auparavant, mais parce que ma famille traitait ma vie comme une propriété partagée depuis des années. J'étais la fille célibataire, celle sans mari, sans enfant, sans prêt immobilier en banlieue et sans raison visible de dire non. C'est ainsi qu'ils me voyaient. J'avais un emploi stable, un appartement propre à Denver et un calendrier qu'ils supposaient vide parce qu'ils ne comprenaient pas les délais, les appels de clients, les évaluations de performance ou l'épuisement d'être toujours fiable. Mon appartement était petit, mais c'était le mien. Une chambre au 11e étage d'un immeuble du centre-ville avec une cuisine étroite, un petit balcon et un bureau près de la fenêtre où je travaillais à domicile 3 jours par semaine. Ce n'était pas le luxe, mais chaque facture, chaque lampe, chaque dimanche matin tranquille m'appartenait parce que j'avais construit cette vie moi-même. Ma famille vivait à Aurora, à environ 35 minutes de route quand la circulation était clémente. Trevor avait une plus grande maison, une allée, une femme, 2 enfants et l'habitude d'agir comme si sa vie était plus difficile parce qu'elle était plus bruyante. Il vendait des panneaux solaires et parlait comme s'il était toujours à une commission du succès. Kelsey travaillait à temps partiel dans une boutique et publiait en ligne comme si chaque week-end était une publicité pour un style de vie. Pyjama assorti, feu de camp dans le jardin, photos au champ de citrouille, légendes sur les bénédictions et la création de souvenirs. Ce que personne ne voyait, c'est à quel point ces souvenirs étaient souvent payés par moi. Cela a commencé avec $400 parce que leur SUV avait besoin de freins. Puis 600 pour l'école maternelle. Puis $1 200 après une urgence de carte de crédit. Puis les cadeaux d'anniversaire, le camp d'été, les courses, une facture de dentiste, une autre réparation de voiture et une urgence qui s'est avérée être une location de chalet pour le week-end. Chaque demande était enveloppée de panique. Chaque panique était assortie d'une date limite. Chaque date limite atterrissait d'une manière ou d'une autre sur mes genoux. Je me disais que les familles s'entraident. Je me disais que les enfants ne devraient pas souffrir parce que leurs parents ne savaient pas gérer un budget. Ma mère, Denise, s'assurait que je le crois. Elle disait, tu t'en sors bien, Léa, et ton frère a une famille à soutenir. Ou, ça doit être agréable de ne penser qu'à soi. Ou, l'argent va et vient, mais la famille, c'est pour toujours. Mon père, Arthur, ne disait que rarement quelque chose. Il s'asseyait dans son fauteuil avec le football à la télévision et prétendait ne pas entendre ma mère pousser ma main vers mon portefeuille. Son silence me blessait parce qu'il savait. Il le voyait. Il avait simplement décidé que la paix dans son salon importait plus que l'équité envers moi. 2 mois avant l'incident du double des clés, j'ai cherché le nom de Trevor dans mon application bancaire. Zelle,
Venmo, Cash App, virement direct. Le total m'a retourné l'estomac. 10 840 $ en moins de 2 ans. Cela n'incluait pas les cadeaux, les repas, les courses ou l'argent liquide donné pendant les fêtes. J'ai fixé le nombre jusqu'à ce que mon écran s'assombrisse. Puis j'ai fait ce que je faisais toujours. Rien. Le double des clés avait sa propre histoire. 1 an plus tôt, j'ai pris l'avion pour Phoenix pour le travail quand mon lave-vaisselle a fui et que l'immeuble avait besoin de quelqu'un pour laisser entrer la maintenance dans mon logement. J'ai donné la clé à ma mère parce que je lui faisais confiance pour une tâche simple. Ouvrir la porte, laisser entrer le technicien, refermer à clé et me rendre la clé. Elle ne l'a jamais rendue. J'ai demandé une fois. Elle a dit qu'elle la chercherait. J'ai laissé tomber parce qu'admettre qu'elle l'avait gardée signifiait admettre qu'elle croyait avoir un droit dessus. Mais quand Trevor m'a envoyé un texto disant que notre mère lui avait donné mon double des clés, chaque petite trahison est devenue claire. Il ne s'agissait pas seulement de babysitting. Il s'agissait d'accès. Accès à mon argent, à mon temps, à mon appartement et à la vie que j'avais construite hors de leur contrôle. Pour la première fois, j'ai compris que si je ne fermais pas la porte moi-même, ils continueraient à la franchir pour toujours. J'ai regardé mon téléphone après la réception de ce message. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit de la circulation sous ma fenêtre et du bourdonnement de mon ordinateur portable. Mon rapport d'audit était toujours ouvert sur l'écran, plein de chiffres et de notes de réclamation pour un client hospitalier qui attendait des réponses pour le lendemain matin. Habituellement, un délai comme celui-là occuperait tout mon esprit. Cette nuit-là, tout ce que je pouvais voir était une seule phrase. Maman m'a donné ton double des clés. J'ai répondu prudemment. Je ne consens pas à cela. N'amène pas les enfants dans mon immeuble. Je travaille demain et je ne serai pas responsable d'eux. Trevor a répondu rapidement, comme s'il l'avait déjà préparé. Arrête d'être dramatique. Nous serons là à 7h45. Ils ont des collations et des tablettes. Garde juste un œil sur eux. J'ai ri une fois, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. 2 jeunes enfants dans un appartement du centre-ville pendant que je gérais des appels de clients et un rapport d'audit qui pourrait affecter ma promotion. C'était son plan. Pas vraiment un plan, un transfert de responsabilité. Puis un autre message est arrivé. Nous leur avons déjà dit qu'ils restaient avec tante Léa. Ne rends pas les choses bizarres. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de répondre et que j'ai commencé à documenter. J'ai pris des captures d'écran de chaque message, y compris les eurodatages. J'ai fait défiler vers le haut pour m'assurer qu'il n'y avait eu aucune conversation où j'avais accepté de les garder. Il n'y avait rien, pas une seule question, pas une seule demande. J'ai ouvert un fichier de notes et l'ai intitulé Chronologie. À 21h16, mon frère m'informe qu'il dépose 2 enfants demain matin. À 21h18, je refuse. À 21h19, il déclare que ma mère lui a donné mon double des clés. À 21h21, je déclare clairement que je ne consens pas. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était calme. J'ai appelé la réception. Marco a répondu à la 2e sonnerie. J'ai donné mon nom et mon numéro d'appartement, puis j'ai expliqué que des parents pourraient essayer d'entrer dans l'immeuble avec un ancien double des clés qui n'était plus autorisé. Il a fait une pause, puis a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Votre mère a appelé plus tôt cet après-midi pour demander si les membres de la famille pouvaient utiliser une clé physique si le résident n'était pas à la maison. Donc, le texto n'était pas le début. C'était l'avis final. J'ai dit à Marco que ma mère, mon frère et ma belle-sœur n'étaient pas des visiteurs autorisés. Personne n'était autorisé à monter sans confirmation verbale directe de ma part. Je lui ai demandé de mettre à jour le journal de sécurité et d'avertir le concierge du matin. Puis il a demandé si je voulais que le gérant de l'immeuble soit contacté pour un changement de serrure. J'ai dit oui immédiatement. 20 minutes plus tard, j'ai parlé avec Janine Fletcher, la gestionnaire immobilière. Une fois que j'ai dit double des clés non autorisées, sa voix a changé. Elle a dit qu'il pouvait faire un remplacement de serrure d'urgence cette nuit-là moyennant des frais. Je lui ai dit de le facturer sur mon compte. Je préférais payer 200 $ pour protéger ma maison plutôt que de passer une nuit de plus à prétendre qu'une clé était inoffensive dans de mauvaises mains. À 22h08, la maintenance a frappé à ma porte. Ils ont changé le pen dormant et mis à jour l'accès par badge pendant que je me tenais pieds nus dans ma cuisine, regardant l'ancienne serrure être retirée.
Un homme m'a remis 2 nouvelles clés et a dit que c'était les seules copies. Je les ai mises dans le tiroir de mon bureau et je les verrouillées. Puis Janine m'a envoyé une confirmation écrite que l'ancienne clé était inutile et que tout accès de non-résident nécessitait mon approbation. Je l'ai enregistré dans un dossier appelé documentation familiale. Après cela, j'ai ouvert mes relevés bancaires et j'ai recherché chaque virement à Trevor. 4 cents pour les freins, 750 pour le loyer, 3 cents pour les courses, 9 cents pour une urgence de carte de crédit, 1000 pour un acompte de vacances qu'il disait être pour les enfants. J'ai exporté les relevés dans un PDF. Puis ma mère a appelé. J'ai ouvert une application d'enregistrement sur mon ordinateur portable, mis mon téléphone sur haut-parleur et répondu. Elle ne m'a pas salué. Elle a commencé par « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle a dit « Trevor méritait une pause. » Son mariage avait besoin de temps et j'étais seul de toute façon. Comme si être célibataire signifiait que ma vie n'avait aucun poids. Je lui ai dit que j'avais déjà dit non. Elle a dit que non n'était pas une option quand la famille avait besoin de moi. J'ai demandé si elle avait donné à Trevor mon double des clés. Elle a dit oui, et qu'elle le referait parce que j'étais égoïste. J'ai demandé si elle savait que je n'avais pas accepté de garder les enfants. Elle a dit que j'aurais fini par accepter, donc ça n'avait pas d'importance. Voilà. Mon consentement n'avait pas d'importance parce qu'ils avaient déjà décidé que je céderais. Je lui ai dit que les serrures étaient changées. Le silence qui a suivi a été la première chose honnête qu'elle m'ait donnée de toute la nuit. Puis elle a explosé. Elle a dit que j'humiliais la famille, que Trevor allait perdre de l'argent, que les enfants seraient brisés et que si je leur tournais le dos, je ne devais plus m'attendre à être traité comme une fille. Ma voix est restée stable. Si être une fille signifie renoncer à ma maison, à mon argent et à mon droit de dire non, alors je dois cesser d'être la fille que tu as inventée. Elle m'a traité de cruelle. J'ai dit, non, j'en ai fini d'être arrangeante. Puis j'ai raccroché. J'ai envoyé l'enregistrement, les captures d'écran et la chronologie à mon père avec un seul message. Je veux que tu saches ce qui s'est réellement passé avant que quelqu'un ne te raconte une version différente. Il l'a lu en 2 minutes. Il n'a pas répondu. À minuit, mon rapport était toujours inachevé. La conversation de groupe de ma famille explosait. Et mon ancien double des clés était inutile. J'ai mis en sourdine toutes les conversations, ouvert mon ordinateur portable et travaillé jusqu'à 2 heures du matin parce que la différence entre eux et moi était simple. Je continuais à assumer mes responsabilités. Le lendemain matin, je me suis réveillé après 3 heures de sommeil avec un mal de tête et un calme que je ne reconnaissais pas. Mon rapport d'audit a été soumis à 8h12. Le client avait ce dont il avait besoin. Mon manager avait déjà répondu avec un merci. Et pour la première fois en 12 heures, j'ai respiré. Puis mon téléphone a vibré. Un texto de Marco. Un SUV noir vient de s'arrêter. 2 adultes, 2 enfants, plusieurs sacs. Je l'ai regardé, sans plus avoir peur, juste déçu. Une partie de moi avait espéré qu'il se réveillerait, réfléchirait à ce qu'il faisait et choisirait de ne pas entraîner 2 enfants dans une lutte de pouvoir qu'ils avaient créée. Mais bien sûr, ils l'ont fait. J'étais assise dans un café de l'autre côté de la rue, assez près pour voir l'entrée principale. Je voulais être à proximité, mais je ne voulais pas qu'il frappe à ma porte ou me coince dans le couloir. À travers la vitre, j'ai vu le SUV sur le bord de la route. Trevor est sorti le premier en sweat à capuche et casquette de baseball, déjà irrité. Kelsey est sorti ensuite, consultant son téléphone comme si la ville elle-même retardait ses vacances. Puis les enfants sont sortis, endormis et confus, chacun avec un petit sac à dos. Piper tenait une licorne en peluche. Mason traînait une petite valise bleue qui n'arrêtait pas de basculer. Ma poitrine s'est serrée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient des accessoires dans une dispute entre adultes. Cela a failli me faire tout arranger à l'ancienne manière. Presque. Puis j'ai vu ma mère sortir, tenant la clé comme une preuve de propriété. Cela a durci quelque chose en moi. J'ai pris mon café, traversé la rue et suis entré par la porte latérale avec mon propre badge d'accès. Au moment où j'ai atteint le hall, Trevor était déjà en train d'élever la voix contre Marco. « Monsieur, elle n'autorise aucun visiteur pour le moment, » a dit Marco. Trevor a claqué la vieille clé sur le comptoir. « J'ai une clé. C'est ma sœur. » Marco n'a pas baissé les yeux vers elle. Une clé physique ne prévaut pas sur les instructions du résident.
Denis s'est avancé, le visage crispé par la colère. C'est ridicule. Nous sommes de la famille. Ses enfants sont sa nièce et son neveu. Marco a dit, je comprends, madame. Le résident doit quand même approuver l'accès. Puis Trevor m'a vu. Son expression est passée de la colère au soulagement, comme si mon apparition signifiait que j'allais enfin jouer mon rôle. Te voilà, a-t-il lancé. Dis-lui de nous laisser monter. Les enfants sont fatigués. Je me suis approché du bureau et j'ai gardé la voix basse. Marco suit mes instructions. Ma mère m'a dévisagé. Tu ferais vraiment ça en public? J'ai dit, c'est toi qui as rendu ça public en venant dans mon immeuble après que je t'ai dit de ne pas le faire. Trevor s'est penché plus près, baissant la voix. Nous avons un vol, Léa. Arrête ça tout de suite. J'ai regardé Kelsey. Elle ne voulait pas croiser mon regard. J'ai regardé les enfants. Mason se frottait le visage. Piper observait chaque adulte avec cette peur silencieuse que les enfants ressentent quand ils savent que quelque chose ne va pas, mais sans savoir de qui est la faute. Je détestais ça. Mais je me suis rappelé qu'aimer ses enfants ne signifiait pas me soumettre à leurs parents. J'ai sorti mon téléphone et montré les messages à Marco. L'annonce, mon refus, le double des clés. Marco a hoché la tête. Avant que quiconque puisse en dire plus, les portes d'entrée se sont ouvertes et 2 policiers sont entrés. Trevor s'est figé. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. L'agent Grant Morale s'est présenté et l'agent Dana Bishop se tenait à ses côtés avec un bloc-notes. Personne n'a crié. Personne n'a été menotté. Cela a presque empiré les choses parce que le calme rendait la situation impossible à déformer. L'agent Morale a dit que l'immeuble avait demandé de l'aide parce que quelqu'un avait tenté d'accéder à une zone résidentielle sécurisée après avoir été refusé par le résident. Trevor a immédiatement commencé à parler. C'est ma sœur. C'est un malentendu familial. Elle devait garder les enfants. L'agent Bishop s'est tourné vers moi. Aviez-vous accepté de garder ces enfants aujourd'hui? Non. Aviez-vous donné la permission qu'ils entrent dans votre appartement? Non. Aviez-vous autorisé quelqu'un à utiliser un double des clés? Non. Ma mère a coupé court. Je suis sa mère. Elle m'a donné cette clé. L'agent Bishop a demandé, vous a-t-elle donné la permission de transférer cette clé à quelqu'un d'autre aujourd'hui? Ma mère n'a pas eu de réponse. Trevor a dit qu'ils avaient réservé des vols pour Orlando et ne pouvaient pas annuler. L'agent Morale a dit, les projets de voyage ne créent pas un accès légal à la résidence de quelqu'un d'autre. La phrase a résonné dans le hall comme un verdict. Une femme avec un sac de sport a ralenti près de la salle du courrier. Un homme qui attendait l'ascenseur a jeté un coup d'œil. Trevor l'a remarqué et est devenu rouge. Ma mère a chuchoté mon nom comme un avertissement. Léa. Je l'ai regardé et j'ai dit, je t'ai dit la nuit dernière de ne pas venir. Tu es venue quand même. Janine est arrivée avec une liste de visiteurs imprimée et une confirmation de changement de serrure. Elle l'a remise aux agents et a déclaré que ma mère et mon frère n'étaient pas autorisés à accéder. Trevor a regardé le papier comme s'il l'avait trahi. Kelsey a finalement parlé, d'une voix sèche et furieuse, mais pas contre moi. Tu m'avais dit qu'elle céderait. Le hall est devenu silencieux. C'est à ce moment que tout le monde a compris. Il ne m'avait pas mal comprise. Il avait parié sur ma culpabilité et avait perdu. Ma mère a essayé une dernière fois. Ses enfants se souviendront que leur tante les a abandonnés. Je me suis légèrement accroupi vers les enfants, mais sans les toucher. J'ai dit doucement. Je vous aime tous les deux. Ce n'est pas de votre faute. Votre maman et votre papa vont s'occuper de vous aujourd'hui. Piper a hoché la tête, confuse, mais plus calme. Trevor a commencé à rassembler les sacs avec des mouvements de colère. Kelsey était déjà au téléphone, disant quelque chose à propos d'un enregistrement manqué et de billets non remboursables. L'agent Bishop a dit à Trevor que s'il revenait sans autorisation, l'immeuble pourrait déposer une plainte pour violation de propriété. Il a hoché la tête sans la regarder. Dehors, les portières du SUV ont claqué les unes après les autres. Je les ai regardées s'éloigner, sachant qu'ils avaient peut-être 30 minutes pour prendre un vol qui était déjà impossible. Marco m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui,
mais mes mains tremblaient si fort que je les ai cachées dans les poches de mon manteau. Je suis monté, j'ai refermé la nouvelle serrure derrière moi et je suis resté dans le silence qu'ils avaient essayé de voler. Pendant 10 minutes, la culpabilité m'a rendu malade. Puis mon téléphone s'est allumé avec une notification Instagram, et la culpabilité a commencé à se transformer en autre chose. La notification venait de Kelsey. Elle avait publié une story. J'ai failli ne pas l'ouvrir parce que je savais que ça me mettrait en colère, mais un instinct m'a dit de regarder. La première story montrait 2 cafés glacés dans un porte-gobelet de voiture avec la légende « Début difficile, mais la magie opère toujours ». La seconde montrait Piper et Mason dans le salon de mes parents avec des tablettes et un bol de pop-corn entre eux. La légende disait « Mamie sauve la situation ». J'ai regardé l'écran alors qu'un froid s'installait dans ma poitrine. Il y avait donc un plan de secours. Bien sûr, il y en avait un. Ma mère pouvait les garder, mon père pouvait les garder. Ils ne voulaient tout simplement pas de ce plan parce qu'il rendait leurs vacances moins pratiques. Ils avaient essayé de me forcer parce que j'étais gratuite ou parce qu'ils avaient décidé que mon temps était gratuit. Quelques heures plus tard, une autre story est apparue de l'aéroport. Trevor et Kelsey à la porte d'embarquement, irrités mais partant quand même. Le lendemain matin, une photo d'Orlando. Des palmiers, une piscine d'hôtel, Kelsey avec des lunettes de soleil et la légende « Enfin, nous nous choisissons ». J'ai ri une fois en voyant ça, non pas parce que c'était drôle, mais parce que le mensonge était devenu éhonté. La veille, ils avaient agi comme si le voyage serait ruiné si je disais non. En réalité, ils ont acheté des billets plus tard, ont perdu de l'argent, ont laissé les enfants chez mes parents et sont partis quand même. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer pour les conséquences de leur propre planification. Cette nuit-là, Denise a publié sur Facebook. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Certaines personnes oublient qui les a élevés. Certaines personnes choisissent la carrière, l'argent et la fierté plutôt que des enfants innocents de leur propre famille. Je prie pour un cœur plus tendre dans ce monde froid. En 1 heure, il y avait des commentaires d'amis de l'église, d'anciens voisins et de parents à qui je parlais à peine. Tellement triste. La famille devrait passer en premier. Les enfants n'oublient jamais qui est là pour eux. Tu es une mère si forte. Je me suis assise sur mon canapé, le pouce planant au-dessus de la zone de commentaires. J'ai tapé 3 réponses et les ai toutes supprimées. Me battre sous sa publication lui donnerait ce qu'elle voulait, du drame, de l'émotion, une chance de me faire paraître instable pendant qu'elle avait l'air blessée. Alors, j'ai fait quelque chose de plus discret. J'ai ouvert le dossier de documentation, capture d'écran des textos de Trevor, l'enregistrement de Denise admettant qu'elle lui avait donné la clé, la confirmation de changement de serrure, la mise à jour de la liste des visiteurs. Le PDF des virements bancaires montrant plus de 10 000 $ envoyés en 2 ans, les stories Instagram montrant les enfants en sécurité chez mes parents et les adultes partant quand même à Orlando. J'ai tout envoyé à tante Doreen, Bethany, Ethan et 2 autres parents qui avaient déjà aimé la publication de ma mère. Mon message était court. Vous verrez peut-être des publications suggérant que j'ai abandonné des enfants aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On ne m'a jamais demandé de faire du babysitting. J'ai dit non par écrit. Ils ont tenté d'utiliser un ancien double des clés après mon refus. Je ne vous demande pas d'attaquer qui que ce soit. Je veux seulement que les faits existent quelque part en dehors de Facebook. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai pris une douche si chaude qu'elle a embué le miroir. Quand je suis revenu, la conversation de groupe de la famille avait 73 messages non lus. Tante Doreen a écrit la première. Denise, pourquoi as-tu donné la clé de l'appartement de Léa à quelqu'un après qu'elle ait dit non? Ma mère a répondu que les affaires familiales privées ne devraient pas être discutées dans une conversation de groupe. Ethan a répondu, tu les as rendus publics sur Facebook en premier. Bethany a demandé pourquoi Trevor avait de l'argent pour Orlando mais pas pour la garde d'enfants. Quelqu'un d'autre a posé des questions sur les virements. Ma mère a dit que je déformais les choses. Tante Doreen a répondu, 10 000 $, ce n'est pas un malentendu. C'est une habitude. Trevor a finalement sauté dans la conversation depuis la Floride en disant que je l'avais humilié devant des étrangers et la police. Ethan a répondu, tu t'es humilié toi-même en essayant d'entrer dans l'immeuble de quelqu'un d'autre avec une clé qu'elle ne t'avait pas autorisé à utiliser. La conversation s'est divisée après ça. Certains parents ont défendu ma mère parce qu'ils le faisaient toujours.
d'autres sont restés silencieux, ce qui était presque plus satisfaisant parce que le silence signifiait que le doute était entré dans la pièce. Ma mère a supprimé sa publication Facebook 2 heures plus tard, non pas parce qu'elle était désolée, mais parce qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Tard cette nuit-là, mon père m'a envoyé un texto. J'ai tout vu. J'aurais dû poser des questions plus tôt. C'était tout. Pas encore d'excuses complètes. Mais pour Arthur, c'était pratiquement un discours. Le lendemain matin, tante Doreen a appelé. Sa voix était douce avec une colère sous-jacente. Elle a dit, « Ta mère m'a fait quelque chose de similaire il y a des années. Pas avec des enfants, avec de l'argent. Je pensais être la seule. » Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écouté pendant qu'elle me racontait des histoires que je n'avais jamais entendues. Des prêts jamais remboursés. Des faveurs transformées en obligations. La culpabilité déguisée en amour. À la fin de l'appel, je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais comprise. Cet après-midi-là, j'ai ouvert toutes les applications de paiement. Venmo est passé en privé. Les demandes de Cash App de Trevor ont été bloquées. Les contacts elles ont été mis à jour. Puis j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Un virement récurrent de $250 par mois à Trevor, mis en place près de 18 mois plus tôt quand il avait dit qu'ils avaient besoin d'un peu d'air jusqu'à ce que les choses se stabilisent. $4500. J'ai regardé ça, furieuse contre lui, mais encore plus furieuse contre moi-même pour à quel point j'avais été conditionné à ne pas remarquer ma propre hémorragie. J'ai cliqué sur Annuler. L'application m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Puis je me suis assise et j'ai senti un poids quitter mon corps, un poids que j'avais porté si longtemps que je pensais qu'il faisait partie de moi. La première semaine après la scène du hall, je m'attendais à ce que la culpabilité revienne plus forte. Je m'attendais à me réveiller convaincu que j'avais tout gâché. Au lieu de cela, je me suis réveillé dans le calme. Pas de texto d'urgence, pas de demande Venmo, pas d'appel de ma mère commençant par « je déteste demander », alors qu'elle ne détestait pas du tout. Mon appartement semblait différent aussi. Même canapé, même bureau, même cafetière, même vue sur Denver s'éveillant dehors par ma fenêtre. Mais la serrure était nouvelle. Chaque fois que je tournais le pêne dormant, j'entendais un petit son net me rappelant que ma maison était à nouveau la mienne. Mon manager a fait l'éloge du rapport d'audité. 2 semaines plus tard, on m'a demandé d'aider à diriger une plus grande revue des opérations. J'aurais dû être excité. Au lieu de cela, après la réunion, j'ai pleuré avec ma caméra éteinte parce que j'ai réalisé à quel point j'avais dépensé d'énergie pour le chaos des autres. J'avais fait mon travail, payé mes factures, géré ma vie, et secrètement porté le ménage de mon frère comme un deuxième poste non rémunéré. Mera, une de mes collègues, a remarqué que je n'étais pas moi-même. Elle m'a demandé si je voulais déjeuner. J'ai failli dire non, puis j'ai dit oui. Assise en face d'elle avec des tacos entre nous, je lui ai raconté la version courte. Je m'attendais à ce qu'elle dise « la famille, c'est compliqué ». Au lieu de cela, elle a dit « Léa, ce n'est pas compliqué. C'est de l'exploitation avec une meilleure image de marque ». La phrase m'a tellement frappé que je l'ai notée plus tard. Quelques jours après, j'ai réservé une séance de thérapie en ligne avec le docteur Céleste Navarro. Pendant la première séance, j'ai parlé trop vite. Je lui ai parlé de l'argent, du double des clés, du hall, de la police, de la publication Facebook, des enfants, et de la façon dont ma mère pouvait me faire sentir coupable d'avoir une vie normale. Le docteur Navarro a écouté, puis a dit « Votre famille vous a assigné un rôle et vous a puni quand vous avez cessé de le jouer. » J'ai demandé « Quel rôle ?» Elle a dit « Le parent de secours, le portefeuille d'urgence et l'amortisseur émotionnel. » Personne n'avait jamais décrit ma vie avec autant de précision. Elle a expliqué que les limites semblent cruelles aux personnes qui ont bénéficié du fait que je n'en avais pas. Elle a dit « La culpabilité n'est pas toujours la preuve que vous avez fait quelque chose de mal. Parfois, la culpabilité est le symptôme de sevrage après avoir finalement arrêté une habitude de toute une vie. » J'ai réfléchi à cela pendant des jours. La culpabilité comme sevrage. C'était logique. Mon corps regrettait de se rendre parce que la reddition m'avait protégé des conflits. Mais être en sécurité n'était pas la même chose qu'être libre. J'ai commencé à faire des changements qui semblaient petits de l'extérieur et énormes de l'intérieur. J'ai arrêté de répondre immédiatement aux textos de la famille.
J'ai arrêté d'expliquer chaque nom comme si je rédigeais une défense juridique. J'ai fait un budget avec des économies, la retraite, le loyer, les courses et une catégorie intitulée La vie de Léa. La première chose que j'ai achetée de cette catégorie était une vraie chaise de bureau parce que mon dos me faisait mal depuis des mois. La vieille voix dans ma tête disait que cet argent pourrait couvrir la facture d'électricité de quelqu'un d'autre. La nouvelle voix a dit, ma colonne vertébrale n'est pas moins importante que leur mauvaise planification. 3 semaines plus tard, j'ai réservé un massage près de Union Station. $160. J'ai failli annuler 2 fois. Puis j'y suis allé pour 90 minutes. Personne ne m'a rien demandé. Personne ne m'a traité d'égoïste. Personne n'avait besoin d'un virement avant minuit. Je suis sorti en ayant l'impression d'être revenu dans mon propre corps après des années à le louer à la culpabilité. Mon père a appelé environ un mois après l'incident. J'ai failli laisser sonner, puis j'ai répondu. Il semblait fatigué. Plus âgé. Il a demandé si j'avais 1 minute. J'ai dit oui. Après une longue pause, il a dit, j'ai réécouté cet enregistrement. Ta mère n'aurait pas dû dire ces choses. J'ai attendu. Il s'est raclé la gorge. Je n'aurais pas dû rester silencieux. Pas cette nuit-là. Ni avant. J'ai vu l'argent. Je savais que ton frère s'appuyait trop sur toi. Je ne voulais tout simplement pas me disputer avec ta mère. L'ancienne moi l'aurait réconforté. Au lieu de cela, j'ai dit, ton silence a rendu les choses plus faciles pour qu'il continue. Il a expiré comme si ça faisait mal, mais il n'a pas discuté. Il a dit, je sais. Je suis désolé. Ce n'était pas suffisant pour tout réparer, mais c'était honnête. 4 mois plus tard, Trevor m'a envoyé un texto d'un numéro professionnel que j'avais oublié de bloquer. Voir son nom m'a serré l'estomac. Le message disait, je ne demande pas d'argent. Puis un autre est arrivé. Nous avons dû engager une babysitter le week-end dernier. $220 par jour. Ridicule. Mais je suppose que c'est ce que ça coûte. Je l'ai laissé avec le silence qu'il avait l'habitude de combler avec des exigences. Finalement, j'ai écrit, oui, la garde d'enfants coûte de l'argent. La planification est importante. Il a répondu, ouais. Après plusieurs minutes, il a écrit, j'aurais dû demander. Pas des excuses complètes, même pas proches, mais c'était la première fois qu'il admettait le problème de base. Je ne lui ai pas pardonné ni ne l'ai réinvité dans ma vie. J'ai simplement tapé, oui, tu aurais dû, et j'ai posé mon téléphone. C'est ça que personne ne vous dit sur le fait de se défendre. La vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est de regarder les gens apprendre à quel point votre absence est coûteuse. 1 an après le matin dans le hall, j'ai déménagé dans un appartement plus grand près de Sloan Lake. Toujours à Denver, toujours assez proche du centre-ville pour le travail, mais plus calme. Il avait 2 chambres, ce qui semblait impossible la première nuit où j'y ai dormi. Une chambre était la mienne. L'autre est devenue un vrai bureau avec des étagères, des plantes et un canapé-lit pour les invités que j'avais réellement invités. Ce mot comptait, invité, pas assigné, pas forcé, pas déposé avec une valise et un voyage de culpabilité. Mon compte d'épargne a dépassé $15 000 ce printemps-là. J'ai vérifié le chiffre 3 fois parce que pendant des années, l'épargne avait semblé être de l'eau entre mes mains. Chaque fois que je la constituais, quelqu'un d'autre avait une urgence. Maintenant, l'argent restait, non pas parce que j'étais devenu avare, mais parce que j'avais cessé de confondre amour et dommages financiers. Ma carrière a changé aussi. Le projet d'audit s'est bien passé et j'ai été promu analyste senior des opérations. L'augmentation n'a pas changé ma vie au point d'en faire un film, mais elle a changé mes matins. Je ne me réveillais pas en me demandant quelle crise familiale pourrait effacer mes progrès. J'ai remboursé des dettes, acheté une meilleure assurance maladie et j'ai commencé à prendre mes vendredis après-midi de congé parfois, sans sentir que le repos avait besoin d'une défense devant un tribunal. Ma famille n'a pas disparu. Cela aurait été trop simple. Ma mère envoyait encore des messages occasionnels pour les fêtes, polis mais rigides. Trevor ne m'a plus demandé d'argent. Kelsey a arrêté de me taguer dans ses publications et a finalement rendu son compte privé. Mon père appelait toutes les quelques semaines, de courtes conversations sur la météo, le travail et si les Broncos le décevaient encore. Nous n'étions pas magiquement guéris. Nous apprenions à exister sans prétendre que le passé n'avait pas eu lieu.
La première fois que j'ai revu tout le monde, c'était au mariage de Bethany à Colorado Springs. J'ai failli ne pas y aller, mais elle m'avait soutenu lorsque la conversation de groupe de la famille était devenue un tribunal. Alors, j'ai acheté une robe bleu marine, j'y suis allé seul et je me suis promis que je pourrais partir quand je le voudrais. À la réception, ma mère était assise à 2 tables de distance. Elle avait l'air plus âgée, pas vaincue, juste moins certaine que le monde se réorganiserait quand elle élèverait la voix. Trevor était là avec Kelsey et les enfants. Piper et Mason étaient plus grands, plus bruyants, heureux comme le sont les enfants quand les adultes arrêtent de leur faire porter l'attention des adultes. Pendant le dîner, Mason m'a fait un signe de la main de l'autre côté de la pièce. J'ai répondu par un signe. Plus tard, près de la table des desserts, Trevor s'est approché avec une part de gâteau dont il ne semblait pas vouloir. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, « Les enfants demandent de tes nouvelles parfois. » J'ai dit que je demandais des leurs aussi. Il a hoché la tête, les yeux fixés sur le sol. Nous nous en sortons mieux maintenant, budget et tout ça. La garde d'enfants, c'est toujours nul. J'ai presque souri. Il m'a regardé et pour une fois, il n'y avait aucune exigence sur son visage. Il a dit, « Je n'aurais pas dû te mettre dans cette position. » C'était la chose la plus proche de véritables excuses que j'avais reçues de sa part. Je ne me suis pas précipité pour le mettre à l'aise. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave parce que ça l'était. J'ai dit, tu n'aurais pas dû. Puis j'ai ajouté, j'aime les enfants, mais je ne serai plus jamais utilisé comme ça. Il a hoché la tête. Pas de dispute, pas de culpabilité, juste un homme fatigué entendant enfin une limite comme une limite et non comme un défi. Ma mère nous a croisés en revenant des toilettes et a ralenti suffisamment pour entendre la fin. Sa bouche s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Ce silence semblait différent de l'ancien silence de mon père. Le sien avait protégé les mauvaises personnes. Le sien, pour une fois, protégeait la paix. Plus tard dans la nuit, mon père m'a raccompagné à ma voiture. Il m'a dit qu'il était fier de moi. J'ai demandé, pour la promotion. Il a secoué la tête. Pour avoir tracé une ligne et l'avoir maintenue. J'ai dû détourner le regard parce que mes yeux me piquaient. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la vengeance. Les gens imaginent la vengeance comme une destruction, quelqu'un qui perd tout, quelqu'un qui supplie, quelqu'un qui rampe. Mais la partie la plus satisfaisante n'était pas que Trevor ait manqué un vol, perdu de l'argent ou ait dû s'expliquer à la police dans un hall plein d'étrangers. Ces moments étaient dramatiques, et je ne vais pas prétendre qu'ils n'ont pas fait du bien. Mais la vraie victoire était plus silencieuse. C'était mon téléphone qui vibrait sans me faire paniquer. C'était mon salaire qui durait tout le mois. C'était ma porte d'entrée qui ne s'ouvrait que pour les personnes que j'accueillais. C'était de réaliser que les enfants devraient être aimés par la famille élargie, mais jamais utilisés comme un levier émotionnel. Aider n'est sain que lorsque c'est choisi librement, pas exigé par la culpabilité. La famille devrait enseigner la responsabilité, pas excuser son absence. L'amour devrait rendre les gens plus en sécurité, pas plus faciles à exploiter. Les limites ne sont pas de la cruauté, elles sont de l'éducation. Elles apprennent aux gens comment vous traiter, et elles vous apprennent que votre paix a de la valeur. Quelques mois après le mariage, j'ai réservé un voyage en solo à Santa Fe. Pas d'urgence, pas de rêve de quelqu'un d'autre attaché à ma carte de crédit. Juste 5 jours, un petit hôtel, de la bonne nourriture et une route tranquille à travers les collines rouges du désert. À l'aéroport, j'ai vu un couple fatigué jonglant avec 2 enfants, 3 sacs et une poussette. L'ancienne moi se serait sentie responsable rien qu'en les regardant. La nouvelle moi a ressenti de la compassion et a continué son chemin. C'est ce que la guérison m'a donné. Un cœur qui se souciait encore et une colonne vertébrale qui tenait enfin. Quand j'ai changé mes serrures, je pensais que je gardais ma famille à l'écart. Mais la vérité est que, merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'au bout. Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins d'éducation et de divertissement. Nous espérons qu'elle vous rappelle que la personne qui a causé la blessure ne fait pas toujours partie de la guérison. Que choisir la distance peut parfois être la réponse la plus saine. Vous êtes autorisé à guérir à votre manière sans rouvrir la porte simplement parce que quelqu'un se sent soudainement désolé.